Bonjour, je me présente. Mon nom est Sonia Bouchard. Pour ceux qui ne me connaissent, de Équipe Sonia Bouchard, une entreprise dans le domaine des médias sociaux. Cette fois-ci, je ne vous parle pas d'Équipe Sonia Bouchard, mais de Somic Immobilier, qui est ma nouvelle entreprise en plus d'Équipe Sonia Bouchard, mais qui est dans le domaine de l'immobilier. Et comme Équipe Sonia Bouchard, je souhaite également m'entretenir avec des gens qui baignent dans cet univers-là pour mieux comprendre et répondre à mes questions. Bon, alors, vous avez probablement vu dernièrement, j'ai partagé sur la page Facebook une maison, entre autres, qui m'intéresse beaucoup et qui a malheureusement, qui est vraiment délabrée et qui malheureusement a beaucoup de moisissures à l'intérieur. Alors, je souhaitais donc m'entretenir avec la personne que je vais vous présenter, qui est microbiologiste, qui s'appelle Solange Lévesque de Envira et qui est en fait dans un domaine environnemental, qui est expert en solutions environnementales. Alors, bonjour Solange. Salut Sonia. Salut, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est très gentil. Alors c'est ça, j'avais des questions parce qu'en fait, je me demande si c'est une bonne idée de pouvoir investir sur une maison qui est quand même remplie de moisissures. Je dois le dire que dans le fond, cette maison-là, ça fait 3 ans qu'il n'y a pas d'électricité, pas de chauffage et malheureusement, elle est complètement à l'abandon. Alors donc, c'est ça, je voulais avoir ton champ d'expertise et je trouvais que c'était pertinent qu'on puisse s'entretenir ensemble, que tu puisses nous répondre, me répondre, mais également donner de l'information auprès des gens. Mais avant, dis-moi, Envira, qu'est-ce que c'est exactement? Environ est expert en solutions environnementales. On accompagne les clients pour leur donner des solutions intégrées en environnement, en sol et matériaux, en énergie, en qualité de l'air, en hygiène industrielle. Donc, on va vraiment s'occuper de tous les secteurs reliés à l'environnement. Donc, moi, ce qui m'allume, ce qui est dans mon département, c'est vraiment au niveau de la qualité de l'air, des contaminants. Euh, par exemple, dans le domaine qui nous occupe, la moisissure, les autres contaminants aussi du bâtiment comme l'amiante. Donc, on fait de l'expertise pour savoir qu'est-ce qu'il y a comme contaminant, mais on va accompagner pour tout le cheminement. Donc, c'est pas juste de savoir s'il y a des contaminants, puis c'est de savoir quoi faire pour les éliminer, comment faire pour les éliminer, puis de façon sécuritaire, puis de savoir jusqu'où s'arrêter là, dans les précautions. Faut en faire, faut en faire juste assez, puis pas tomber dans l'excès non plus pour tout démolir, là, par exemple. Ben, c'est un bon point que tu parles parce que quand j'ai mis sur mes médias sociaux et je demandais aux gens qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'il faut démolir ou puis c'est vraiment cocasse parce que la plupart des gens disaient de démolir. Mais en fait, si je te pose la question, la première étape, qu'est-ce que je dois faire exactement? Est-ce que je dois vous faire venir? Il faut dire que moi, j'ai fait venir des entrepreneurs et personne n'avait dit démolir. Mais là, je ne sais pas à qui me référer. Dans le fond, c'est peut-être plutôt toi qui peux me dire exactement qu'est-ce que je dois faire. Habituellement, quand on arrive dans un projet comme ça, c'est qu'on va déterminer justement, on va faire une inspection, on va regarder quels sont les matériaux qui sont moisis, puis quelles sont les sources d'humidité, parce qu'il faut savoir que la moisissure, pour qu'elle se développe, elle a besoin d'une source d'humidité. Donc, il faut que ce soit de l'eau ou de l'humidité excessive pendant une longue période. En fait, ça peut être une courte période avec beaucoup d'eau, donc c'est du vivant, là. Soit que c'est vraiment mouillé pendant une courte période puis que ça va commencer à moisir, ou ça pourrait être du long terme. Donc, les moisissures vont pousser sur différents types de matériaux. Puis c'est l'envergure, le type de matériaux, puis l'envergure de la contamination qui va déterminer là, quelles sont les actions à prendre. Il y a des matériaux, justement, comme par exemple, ce qui est le plus mou, comme le gypse, l'isolant, tout ça, le carton, le MDF, tout ce qui va être moisi avec des matériaux poreux doit être remplacé. Tandis que des matériaux qui sont plus durs, comme du béton, du bois, quand on parle de bois, mais c'est pas du bois qui est pourri, là, du bois qui serait dur encore, mais qui aurait été recouvert de moisissure, là, ça peut être nettoyé. Donc, nous, on va passer en premier lieu pour déterminer l'envergure, pour savoir quel est le protocole. C'est sûr que s'il y a des entrepreneurs qui sont allés, il y a certains entrepreneurs qui vont être spécialisés dans la décontamination, qui vont savoir quelles sont les étapes, donc être capable de déterminer l'envergure des travaux à faire.
Oui, sinon, ben, quand les gens ne le savent pas, ben, on est en mesure de les aider là-dedans. Au début, eux, ce qu'ils se pensaient faire, c'est en fait 70% du bâtiment à l'intérieur, tout était à démolir en fait pour reconstruire. Mais peut-être que justement, un coup démoli, toi aussi, tu peux venir et de dire justement est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses à démolir ou pas. Donc, mais peut-être en démolir trop, puis c'est pas mieux non plus, là. Donc, Oui, c'est ça. On intervient beaucoup en surveillance de chantier, puis en, en test euh, de milieu de chantier là, pour déterminer justement quand tous les murs sont ouverts, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est correct? On va dire, OK, c'est beau, vous avez ouvert assez, maintenant, vous décontaminez de telle façon, puis vous enlevez tel matériau. Ou on peut arriver au contraire, qu'on va dire, non, il faut que tu ouvres encore plus grand. Donc, ça va dépendre aussi de ce qui est trouvé. Est-ce qu'il y a des matériaux pourris? Est-ce qu'il y a des champignons? Parce que les moisissures, c'est des champignons, mais il peut aussi avoir des types de champignons qui vont. J'ai entendu parler de comment il faut que je cherche le terme, c'est la mérule pleureuse. Dis-moi, parle-moi un petit peu. Il paraît que ça, s'il y a ça, c'est comme touche pas à ça. Donc, est-ce que physiquement on la voit? Qu'est-ce que ça peut, à quoi ça ressemble exactement? C'est sûr que souvent, quand on parle de moisissure, ça va être des petits picots, là. Puis ça peut recouvrir au complet là, une surface. Par contre, quand on a un champignon, ça va être vraiment une texture un peu plus comme de la guimauve là, qui va recouvrir les matériaux. Où il va y avoir des petits filaments, un peu comme une toile d'araignée blanche, ou sur la couleur, mais qui va vraiment avoir des filaments. Donc, c'est sûr que la mérule pleureuse comme telle, elle a une caractéristique particulière. Donc, ça va être blanc avec du orangé. Par contre, au début de son développement, elle peut avoir différentes euh, caractéristiques visuelles. Donc, c'est sûr qu'à partir du moment où on trouve un champignon, ben, ça peut être bon de faire vérifier pour être sûr que c'est pas la mérule. Je vais te faire un petit historique pourquoi qu'on parle de mérule et non pas de d'autres champignons. La différence entre, justement, quand on a de la moisissure, si on a, par exemple, un dégât d'eau puis qu'il y a quelques pouces d'eau dans le bas du mur, ben la moisissure, elle va se développer où il y a eu des matériaux humides. Donc, à partir du moment où c'est sec, il n'y aura plus de structure de moisissure. Tandis que les champignons, habituellement, ça va monter un petit peu plus. La caractéristique de la mérule pleureuse, c'est qu'elle a tendance, elle va avoir la capacité à se développer premièrement assez rapidement. C'est pas pour rien qu'on dit pousser comme un champignon, c'est que les champignons, à partir du moment où ils ont les bonnes conditions de croissance, ils vont se développer vraiment rapidement. Et la mérule, elle va avoir comme caractéristique que tant qu'elle a les racines dans l'eau, elle va pouvoir se promener, là, monter en surface là, à l'intérieur des murs. Donc, ça lui prend un endroit qui est tranquille, qui est à l'abri de la lumière, à l'abri. Donc, on ne le verra pas à la surface. Exemple, tu as le gyproc. Dans le fond, tu as le bois à l'intérieur, donc elle est rentrée dans les deux par quatre. Elle pourrait être rentrée, oui, c'est ça, elle pourrait être rentrée dans les murs, puis elle a la caractéristique qu'elle est capable d'aller faire pourrir des matériaux, tu sais, comme du bois, mais même dans des endroits qui seraient secs, parce qu'elle va avoir les racines dans l'eau, donc elle va être capable d'aller faire pourrir un petit peu plus loin. Puis, étant donné cette caractéristique-là, ben, on l'appelle le cancer des bâtiments. Puis, c'est pour ça que souvent, étant donné qu'on ne sait pas l'envergure, il faut tout ouvrir les murs pour savoir. Ben, des fois, dans certaines circonstances, on va être obligé de démolir plutôt que de réparer. Là, parce qu'on ne peut pas juste nettoyer en surface. Là, il y a vraiment des étapes de plus à faire parce que si on le fait pas correctement, ça peut revenir par la suite. Là. Donc, on peut le voir à la surface. Des fois, on voit ça plus dans les sous-sols qui sont mal ventilés puis humides, où il y a du bois. Souvent, c'est quand il va y avoir du bois qui est en contact avec le sol. Donc, ça donne les bonnes conditions de croissance. Oui, ça fait peur. Mais de notre côté, quand on est allé voir cette maison-là, effectivement, on voit beaucoup de murs noirs avec des petits picots, mais on n'a pas vu cette structure-là auquel tu parles. Là. Donc, il y a peut-être moins de doute à voir, mais encore là, si c'est caché, c'est pas évident. Ça peut toujours être une mauvaise surprise, la mérule, en effet. Parle-moi donc aussi de l'amiante un petit peu, parce qu'on est dans les possibilités de travaux majeurs, disons. Qu'est-ce que c'est l'amiante exactement? Et la peur qu'on peut y avoir de ce... Oui, c'est ça, on en entend beaucoup parler, mais souvent, les gens ne savent pas exactement. L'amiante a été beaucoup utilisé, c'est un matériau qui a été beaucoup utilisé dans les années entre 1940 et 1980. Donc, il y a
plusieurs types d'isolants qui a de l'amiante dedans. Il y a également, en fait, un bâtiment qui est avant 1980. Il y a beaucoup de chances qu'il y en ait parce que c'était très populaire. Donc, il en ajoutait dans le plâtre, il en ajoutait dans le composé adjoint du gypse, dans le mastic, le mono autour des fenêtres, les tuiles de plancher, les tuiles de plafond. Il y en a tout le temps. Donc, années 80 et moins, là. Ben, il y a des risques d'en avoir tout le temps. Tu sais, il n'y en a pas dans tous les cas, là, parce que dans le fond, c'était pas un matériau qui était systématiquement mis. Par contre, c'était quand même assez courant. Donc, principalement, quand on a des murs de plâtre, les gens sont plus au courant que quand il y a des murs de plâtre qu'il faut faire vérifier. Par contre, il y a également d'autres types de matériaux qui peuvent en avoir. Puis, tant qu'on ne bouge pas les matériaux, par exemple, on voit souvent, il y a des maisons avec des murs, des tuiles extérieures du bardeau d'amiante. Tant que ce n'est pas bougé, que ce n'est pas cassé, l'amiante, c'est des petites fibres. Donc, tant qu'on ne respire pas ces petites fibres-là, il n'y a aucun problème. Par contre, quand on veut faire des travaux de rénovation, bien, c'est sûr qu'on va les bouger, ces fibres-là, on va briser, on va faire de la poussière. Aussitôt qu'on génère de la poussière, qui peut contenir de l'amiante, bien là, il faut absolument faire appel à un entrepreneur spécialisé puis d'avoir des techniques précises. Sinon, par exemple, il pourrait avoir des problèmes au niveau de la CNESST, mais aussi de la santé des travailleurs là, si on n'est pas bien protégé. Oui. Donc, ça peut facilement coûter là, 2, 3, 10 fois plus cher, là, dépendant de ce que c'est comme travaux. Il y a différents niveaux de risque. Il peut y avoir des niveaux de risque faibles, moyens, élevés. Puis, chacun des niveaux de risque vont avoir des restrictions là, différentes. Là. Donc, un niveau de risque élevé, par exemple, il faut que les entrepreneurs, il faut que tout le monde prenne leur douche, mette des Tyvek, puis il faut tout jeter les matériaux dans un site. On peut pas jeter ça au dépotoir du voisin. Là. C'est vraiment, il y a quelques sites au Québec, là, donc ça coûte beaucoup plus cher à disposer. Donc, c'est pour ça qu'il faut le savoir avant, idéalement avant d'acheter le bâtiment ou avant de faire les travaux. L'inspecteur en bâtiment, est-ce qu'il le voit, ça? Quand il fait le tour, il voit qu'il y a de l'amiante ou pas? Pas nécessairement, parce que l'amiante, c'est connu que ça faisait partie des matériaux de façon normale dans les maisons ou les bâtiments plus vieux que 1980. Donc, c'est pas considéré comme un vice caché. S'il y a la présence d'amiante, mettons, dans le plâtre, ben c'est pas un vice caché. L'acheteur a l'obligation de le savoir qu'il pourrait avoir de l'amiante. Donc, sauf que si on commence des travaux puis qu'on vérifie pas, ben là, c'est l'entrepreneur ou le propriétaire qui pourrait être en cause. Là, s'il y a pas en même temps, si on ne bouge pas ça, c'est pas, il n'y a pas de problème au niveau de la santé. Si on ne bouge pas, parce que c'est un isolant. Alors, si on bouge, oui, il y a une émanation quelconque qui est dangereuse, mais si tout reste intact, il n'y a pas de travaux, quoi que ce soit, est-ce que on peut quand même acheter une maison qui a de l'amiante quand même? Oui, il n'y a pas de problème pour acheter une maison qui a de l'amiante. Si on n'a pas l'intention de faire des travaux, on ne le bougera pas, il n'y a pas de problème. Il faut juste garder en tête que, justement, si un jour vous voulez revendre la maison puis que la personne, elle veut faire des travaux, mais ça se peut qu'elle négocie le prix en conséquence. Donc, c'est important d'en tenir compte quand on l'achète puis peut-être de l'acheter d'avoir le prix, vous aussi, en conséquence. Ah, ben c'est bien la même chose quand tu l'achètes. Par exemple, moi qui voudrais acheter une maison qui est plus des années 80, ben justement, c'est à considérer au niveau de mon prix d'achat aussi là, à ce moment-là. Oui, c'est ça exactement. Ça vaut la peine là, de faire caractériser. Là. Nous, on fait ça, d'aller sur place, de prendre certains prélèvements avant l'achat pour être en mesure de savoir quels matériaux contiennent de l'amiante. Puis là, ben, dépendant des travaux que vous voulez faire, ça va être possible de faire, d'avoir une soumission pour savoir ben, combien ça va coûter pour faire enlever s'il y a besoin, puis d'être capable de négocier le prix en conséquence lors de l'achat. Donc, une maison qui a de la moisissure et qui est plus des années 80, on vous appelle, hein? Oui, exactement. Ben, merci infiniment des informations. C'est vraiment très, très pertinent. Puis je pense que ça peut être très intéressant pour les gens qui nous suivent également. Dis-moi, pour te rejoindre, de quelle façon on peut te communiquer avec toi? Ben, moi, pour me rejoindre, mon courriel, c'est slevesque@commercialenvira.com. Vous pouvez consulter notre site Internet nvira.com, donc nvira.com. Puis sinon, ben, mon numéro de téléphone, c'est le 877-809-5478, poste 201.
C'est très complet, parfait. Donc, merci infiniment. Je pense que ça vaut vraiment la peine, dès qu'on a des questionnements, de communiquer avec toi pour justement avoir plus d'infos puis faire nos tests adéquats. Ça me fait plaisir. De toute façon, on donne des soumissions gratuites, là, donc juste à nous appeler, puis on est en mesure souvent de vous éclairer là, pour donner un point. Ah, c'est super. Merci à toi, Solange. C'est très gentil. À la prochaine. Bye bye. Merci. Salut. Bye.